Eh bien, bonsoir, c'est notre 27e Explore ton centre. Euh, j'ai réinvité Francine Morin, avec Isabelle lors de notre dernier Explore ton centre, euh, juste pour explorer avec elle euh, tout cet aspect que nous avons évoqué la dernière fois sans le développer, de toute son activité dans le centre, c'est-à-dire au niveau du conseil, au niveau de notre relation avec le Global Community Council, mais tout ça vu à travers ton expérience, à travers ta vision, à travers toi. On ne cherche pas une vérité, on cherche comment toi tu vis tout ça. Voilà, donc merci de t'être prêté à cet exercice périlleux. Merci de m'avoir invité. Jusque-là, tout le monde a survécu, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, donc je vais comme d'habitude, je vais te laisser te présenter, parce que je pense que tu te connais mieux que je ne te connais. Et surtout par rapport à Shambhala, comment tu es arrivé à Shambhala, enfin, un peu ton parcours personnel, enfin, la partie révélable, pas l'autre, et, et pour un peu voir à travers ce que tu fais maintenant pour nous, pour nous au sens de la communauté, savoir d'où tu es parti, par où tu es passé pour être que tu es actuellement dans Shambhala. Ça fait. Je me souviens pas de la première fois que je suis venue à Shambhala. Ça fait probablement maintenant presque 12 ans environ. Euh, puis à l'époque, j'ai beaucoup voyagé en Asie, Tibet, Népal. Puis j'ai toujours eu un attrait pour le côté culturel bouddhiste. Et puis il y a 12 ans, j'ai fait un burn-out. Et puis je suis allée voir le programme d'aide aux médecins du Québec. Et puis elle m'a suggéré, la dame, on a parlé, puis elle m'a suggéré de commencer à méditer. Alors j'ai commencé à méditer avec un app. Et puis là, je trouvais que, tu sais, avec un app, c'est un peu tout seul à faire ça. Je voyais pas tellement l'intérêt. Puis c'est elle qui m'a donné une liste de centres à Montréal en me disant, je pense que parmi ces centres-là, tu trouverais quelque chose que tu aimes bien. Et la raison que j'ai choisi Shambhala, c'est que j'ai vu sur leur mission qu'ils parlaient de société éveillée. Puis je me suis dit, ah, ça me parle. Puis il y a aussi le lien, bon, tibétain, mais je me suis dit, OK, ça m'a l'air être, ça m'a l'air être bien cette place-là. Et puis je suis venue, c'était à l'époque sur la rue Sainte-Catherine, et puis je me suis assise, puis je me suis sentie bien. Je me suis sentie accueillie. Et puis moi, j'avais un peu peur parce que j'avais vu ma belle-sœur méditer avec les zen, puis ça avait l'air bien sévère, leur affaire. Puis là, je me suis dit, moi, je veux dire, je sais pas, là, j'aime ça qu'on ait un peu de plaisir à faire ce qu'on fait quand même. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis au début, c'était vraiment une démarche pour être présente. C'était vraiment ma démarche pour arrêter de me projeter dans le futur, me voir dans le passé, puis apprendre à être présente. Puis c'est devenu une quête spirituelle avec le temps. Puis c'était vraiment une quête spirituelle très séculaire. Puis, puis j'ai vraiment connecté avec les enseignements de Chogyam Trungpa, la façon qu'il a d'enseigner. Puis peu à peu, il y a 3 ans, j'ai décidé que là, j'étais prêt à prendre mon vœu de refuge, puis à vraiment aller sur une voie, pas juste spirituelle, mais un chemin bouddhiste. Euh, et puis, à travers tout ce temps-là, c'est vraiment la Sangha de Montréal qui, pour moi, m'a soutenue, puis jamais personne m'a demandé est-ce que tu veux devenir bouddhiste, qu'est-ce que tu veux faire. C'est vraiment venu spontanément, puis je me sentais bien entourée. Alors, j'ai pris mon vœu de refuge, puis en même temps, à cette époque-là, je commençais à penser
à changer d'emploi. Je suis devenue prof de Pilates. Et puis, je me suis dit que vraiment, il fallait que je m'implique un peu plus au centre parce que ça m'apportait beaucoup. Et puis, je me suis retrouvée sur le conseil. Puis, je me souviens pas vraiment comment c'est arrivé. Mais tout d'un coup, j'étais sur le conseil parce qu'ils avaient besoin de monde. Puis, à peu près au même moment, je pense que quand j'ai pris mon vœu de refuge, c'est à peu près à ce temps-là, il y a 3 ans, que je suis devenue en charge du membership parce qu'il n'y avait personne d'autre. Puis, je savais pas trop ce que je faisais, en fait, mais je me suis dit, bon, j'aime Shambhala, donc pour moi, c'est pas difficile de parler de Shambhala puis de dire aux gens qu'il faut être membre parce que j'y crois vraiment. Puis en même temps, j'ai eu mon nom de bouddhiste qui est Gendun Dawa, qui est lune, qui est Sangha lune. Et puis pour moi, c'était comme un peu un signe. Euh, Puis sur le membership, moi, au début, c'était vraiment de m'asseoir puis voir un peu comment tout fonctionnait. Puis c'était à l'époque aussi où il y avait les troubles. Bon, il y a eu la scission avec le Sakyong et puis par la suite, Shambhala International qui essayait de se reformuler comme étant une organisation beaucoup plus horizontale menée par la communauté. Et puis on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de voix francophone en Amérique du Nord. Et puis c'est à l'époque que Jean-Luc s'est dit, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui nous représente au Global Community Council. Puis les différents centres ont été séparés dans le monde par région ou par affinité linguistique. Alors nous, on était représentés par Lee Inkster à Toronto, mais qui est anglophone. Qui est anglophone, qui a aussi des racines avec Montréal, mais que nous, on ne connaissait pas du tout. Puis on s'est dit, on veut vraiment, on est quand même une spécificité en Amérique du Nord d'être une, d'avoir une culture francophone qui est différente de la culture environnante, puis comment on a navigué à travers les différences de langue et de culture à travers les années. Alors, Jean-Luc a beaucoup insisté pour qu'une place me soit faite. Et je me suis retrouvée sur le Global Community Council, ne sachant absolument pas ce qu'il faisait, à aller lire sur le site pour essayer de voir. Et je dois humblement avouer qu'au début, je me sentais complètement dépassée et que je trouvais les réunions tellement ennuyantes. Je me disais, mais ils font que parler, ils règlent rien. Puis moi, je suis habituée de mon ancien job que tu parles pas, tu agis. Pour finalement comprendre qu'il y avait toute une histoire derrière, puis qu'ils étaient en train d'essayer de réinventer une nouvelle façon de faire. Puis au fur et à mesure que j'ai commencé à connaître les gens, euh, j'ai commencé à former des liens au point de vue international, tu sais, de voir la Sangha italienne, Lee Inkster qui nous représente à Toronto, qui est une femme extraordinaire, apprendre à la connaître. Puis je me suis mis à tisser des liens avec les différentes sanghas de façon très informelle. Puis au début, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était mon rôle, mais c'est devenu évident que Montréal avait apporté un rôle de comment nous on a fait pour rester unis comme Sangha. Et puis c'est vraiment ce que nous on pouvait apporter comme voix. Pas juste qu'on ait une voix, puis s'assurer que le futur de Shambhala ne soit pas décidé juste par un petit groupe de personnes. Puis là, je me suis aperçue qu'il y avait un grand groupe de personnes avec des idées très différentes, ce qui est excellent, des gens de la Nouvelle-Zélande, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe. Et puis, mais je me suis aperçue qu'on avait vraiment quelque chose à apporter. Je crois que c'est ce côté culturel du Canada, mais surtout du Québec, spécifiquement de Montréal d'ailleurs, d'être non pas entre deux cultures, mais branché sur deux cultures. Exactement. C'est-à-dire d'être capable de passer de l'une à l'autre et de comprendre l'autre sans mélanger. Oui, puis moi, je ne le comprenais pas dans ces termes-là parce que je suis francophone, mais je vis dans un milieu anglophone. Je suis allée à l'école une partie à partir du cégep en anglais. Alors moi, je navigue dans les milieux allophones, anglophones, francophones à Montréal. Puis pour moi, c'est tout normal, toute cette différence-là de langue, de culture. Puis ce qui fait que aussi, justement, à Shambhala International,
je pouvais comprendre quand les gens avaient des différences de vue de nos amis américains, entre autres, sur certains points légaux, entre autres. Et puis, tranquillement, pas vite, je me suis impliquée, puis je me suis beaucoup impliquée dans Shambhala sur un groupe qui est... Alors, dans le Global Community Council, on a plusieurs groupes de travail. En ce moment, il y a un groupe de travail. Je t'arrête, est-ce que tu peux, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, le est-ce que tu Global... peux expliquer ce que c'est Alors, avant de dire comment ça fonctionne? alors la structure de Shambhala, il y a le Global... j'ai oublié le nom. Shambhala Global Services. Il y a Shambhala Global... il y a le board, qui est vraiment le board qui est en charge de l'organisation. Il y a SGS, qui est Shambhala Global Services, qui est en charge de tout le fonctionnement. C'est eux qui maintiennent le site web, c'est eux qui s'occupent des finances, c'est eux qui s'occupent de pratiques et études. Alors, c'est un peu la branche fonctionnelle. Et le Global Community Council, c'est les représentants des communautés. Alors, moi, je représente le Québec, Lee représente Québec-Ontario, il y a des gens qui représentent l'ouest du Canada avec le nord-ouest des États-Unis, la Californie, après ça, en Amérique du Sud, il y a le Chili, en Europe, il y a l'Allemagne, il y a la Sangha italienne qui regroupe Italie et la Suisse, la Sangha norvégienne avec les Britanniques. Bref, je n'ai pas compté combien on était, mais au moins 25 environ, je dirais. Puis il faudrait que j'aille sur le site pour les compter spécifiquement. Puis chaque région a un vote. Et puis, on n'a pas notre pouvoir. En ce moment, on est en train de renégocier qu'est-ce qui est notre rôle exactement, mais c'est vraiment d'apporter ce qui se passe dans nos communautés, puis notre vision apporter ce qui se passe dans la communauté, les questions de la communauté, de les emporter au board, puis à SGS, mais aussi avec le input de nos communautés, aviser le board et aviser SGS des besoins dans la communauté. Et le tout était très fractionné au début. Il y avait beaucoup de méfiance entre les différents groupes. Et cette méfiance s'est complètement évaporée avec les changements. Bon, c'est un leadership beaucoup plus horizontal. Les gens ont changé sur le board et surtout avec la venue de l'Assemblée globale en janvier, où là, on s'est tous rencontrés en personne. On s'est tous assis ensemble. Puis pour moi, ça a été vraiment un grand événement, de pouvoir rencontrer les gens qui étaient en Zoom, de voir s'ils étaient grands, petits, qu'est-ce qu'ils mangeaient au déjeuner. Là, tu parles de l'Assemblée globale qui était dans le Vermont, à Carmichael. À Carmichael, exactement. Et puis pour moi, cette assemblée-là a cimenté encore plus mon appartenance à Shambhala, puis surtout mon amour des enseignements de Chogyam Trungpa. Puis je pense que déjà, je les connaissais, mais juste le fait d'avoir rencontré de ces étudiants qui l'ont côtoyé, d'avoir rencontré des gens comme le Dorje Lopon, qui était on pourrait dire le bras droit, gauche. Je crois que c'était plus spirituel que ça. Oui, je sais, mais moi, j'ai pas tellement Alors, je te laisse expliquer. Mais je ne suis pas très qualifié pour ça, mais moi, ce que j'en ai compris, je dirais plutôt, Gisèle serait mieux que moi, meilleure que moi pour dire exactement qui il est, mais il était investi quand même d'une certaine reconnaissance par Chogyam Trungpa lui-même, d'une certaine reconnaissance d'une transmission spirituelle spontanée qu'il avait, parce que je crois qu'il l'a vu passer. Il était avec quelques étudiants en train de boire un verre dans un bar pour parler, etc. Et il l'a vu passer dans la rue, il a dit « Allez chercher ce gars-là ». Il fait partie de notre gang. Il fait partie, voilà. Et il l'a reconnu comme ça, et puis il s'est avéré effectivement que c'était... Et d'ailleurs, lui m'a donné personnellement quelques transmissions avancées il y a quelques mois, enfin l'année dernière. Et donc il est quand même investi de pouvoir de transmission de choses très avancées. Puis pour moi, je ne connaissais pas du tout son histoire avant, mais juste d'être en sa présence, je pouvais sentir
sentir ça. Alors pour moi, ça m'a vraiment confirmé que j'étais à la maison à Shambhala, puis avec les enseignements. Et ça m'a encore plus, surtout que je faisais partie de l'organisation de je faisais partie de l'organisation de l'Assemblée globale. Et puis euh, avec cette préparation-là, avec l'Assemblée, je me suis encore sentie plus investie dans ce qui arrivait à Shambhala International parce que ça a un direct lien avec nous à Montréal. Parce que nous, à Montréal, bon, on est francophone, on a un centre qui va bien, mais je pense qu'on doit faire bénéficier aux autres centres qu'est-ce qui va bien ici, mais aussi apprendre des autres centres qu'est-ce qui vont bien chez eux pour attirer plus de jeunes, pour attirer encore plus de diversité, qu'est-ce qu'ils font pour promouvoir la relève des enseignants, qu'est-ce qu'ils font. Alors, toutes ces questions-là, pour moi, c'est devenu... Alors, Shambhala International est devenu important parce que la survie de Shambhala International, ben, on dépend un peu de ça, nous aussi. Alors, c'est une Shambhala des... Global. Oui, Parce oui. que Ben, Shambhala International, c'était l'ancienne administration. Oui, c'est ça. Mais ce que je parle, moi, c'est de la Sangha internationale. C'est ça. Je veux dire, pour moi, j'ai un intérêt à ce que la Sangha internationale soit bien vivante parce qu'elle nous supporte, puis nous, on a un rôle à apporter aussi à ces niveaux-là. Alors, c'est le sujet que je voulais aborder avec toi, c'est comment tu vois justement, puisque moi aussi je travaille beaucoup là-dessus, la position de qu'est-ce que Montréal peut apporter par sa spécificité dans l'évolution, au vrai sens de l'évolution, c'est-à-dire quelque chose qui remonte pour toute la Sangha au niveau international. Parce que il semblerait que on ait justement une certaine aura qui en même temps est peut-être des fois un peu surestimée, parce que je ne sais pas si on a les capacités de régler, enfin, d'apporter des solutions à beaucoup de problèmes, mais en tous les cas, on a une spécificité qui fait qu'on a une expérience de la diversité qui est un petit peu différente. Donc, comment toi, qui es plus donc notre représentante au GCC, la Community Council, comment tu le vois, comment tu le sens dans les échanges que vous pouvez avoir entre vous? C'est surtout, je pense que moi, c'est à travers le groupe de travail qu'on a qui s'appelle Healing and Learning, où on se penche sur le passé controversé de Shambhala, puis essayer de voir comment on peut utiliser les obstacles du passé, les obstacles à venir, parce que des formes d'abus, des formes de conflit, il va toujours en avoir. Puis comment on peut faire pour prendre ces obstacles-là puis l'amener sur la voie. Puis au début, quand j'ai commencé dans ce groupe-là, c'était surtout pour apporter notre expérience. Pour moi, c'était apporter l'expérience des cercles de parole de Montréal. Parce que pour moi, les cercles de parole à Montréal, c'est primordial dans notre... ça a été primordial dans le fait qu'on a survécu à la crise, qu'on était assez fort pour survivre à la COVID aussi, puis continuer à grandir, peut-être pas de façon extraordinaire, mais on a des nouveaux membres, alors que d'autres sanghas perdent leur centre, perdent leur sangha, qui se dispersent. Puis c'est cette spécificité-là d'utiliser des cercles de parole, puis d'accepter qu'on a tous un chemin différent. Ici, on a accepté qu'on a des langues différentes. Puis déjà, cette spécificité-là, c'est d'arriver puis de dire on a une culture différente, puis on a accepté que certaines personnes suivent le Sakyong, que certaines personnes, tout en restant dans notre tradition Shambhala. Et puis, cette espèce d'ouverture-là que les cercles de parole nous ont amené est d'une grande importance parce que plusieurs centres en ce moment, ils ont commencé à essayer de les introduire parce que certains centres qui ont beaucoup de factions entre pro et cons.
Je suis contre le Sakyong, je suis pour le Sakyong, je suis contre ceci, je suis pour ceci. Alors, ils essaient vraiment de réintroduire les cercles de parole puis toutes les formes de communication non violente. Puis je pense que c'est un peu cette spécificité-là de Montréal qu'on apporte. Et puis, et puis, des fois, même moi, je me dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas énormément je veux dire, je suis relativement nouvelle comparée à d'autres membres. J'ai pas un long parcours bouddhiste, mais il reste que le fait qu'on soit une sangha unie, c'est comme si ça apporte une certaine énergie aux autres sanghas de dire si eux l'ont fait, c'est possible pour nous de le faire aussi. Et c'est la question suivante que je voulais te poser, qui était justement la relation de ton cheminement personnel à ce cheminement de la Sangha au niveau international, enfin au niveau local pour Montréal, puisqu'on continue, on a encore eu un cercle de parole tout à l'heure, puisqu'on continue les cercles de parole. Mais comment tu fais la relation entre ce que tu fais pour le centre de Montréal et pour Shambhala au niveau global, avec ton cheminement personnel? Comment ça interagit dans les deux sens? C'est le côté, j'allais dire, c'est le côté... Le mot qui m'est spontanément venu à l'esprit quand tu m'as demandé la question, c'est le mot prajna, parce que j'apprends. J'apprends, je rencontre des gens qui, pour moi, me semblent beaucoup plus réalisés. Et puis, juste de par leur vision, leur lecture, comme de vouloir apporter des obstacles sur le chemin, me fait moi-même cheminer parce qu'il y a beaucoup de sagesse chez ces gens-là. Et c'est ce que ça m'apporte, c'est de découvrir des gens en Allemagne, une sangha qui est très vivante, puis de voir leurs enseignants apporter une forme d'enseignement. Alors, pour moi, c'est mon cheminement passe... Je veux préserver la partie internationale parce que mon cheminement coïncide avec les enseignements que je peux avoir des gens qui sont à l'extérieur de notre Sangha. Puis de les amener ici, même si on a des différences de langue, de pouvoir partager avec eux à travers, au point de vue, éventuellement, enseignement. Surtout que la différence de langue, c'est surtout une différence de culture. La langue n'est que l'expression d'une culture. Et les enseignements sont pas forcément, tels qu'ils sont écrits, tels qu'ils ont été transmis, ne sont pas forcément adaptables tels quels à une autre culture. Ça a été écrit pour des étudiants nord-américains, mais en même temps c'est du bouddhisme ancestral. Mais je parle du véhicule, là, je ne parle pas de la substance, je parle de la forme, uniquement de la forme. Est-ce que traduire les enseignements, ça suffit, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une adaptation dans la forme, je dis toujours bien dans la forme, sur la façon dont on transmet? Je te dirais que ce n'est pas à travers les cultures tellement que c'est des différents milieux. Parce qu'il y a des milieux en Amérique du Nord qui vont ressembler à la façon que ça va être transmis à Amsterdam. Mais d'autres que c'est... Alors, la façon de transmettre, c'est pas juste une question de culture, mais c'est de l'environnement aussi. D'aller d'un endroit aux États-Unis qui est excessivement pauvre versus un milieu rural pauvre versus un milieu plus aisé, on va parler de New York, à travers la culture. Alors, la forme va changer selon les centres, mais la façon que les enseignements sont tu sais, je veux dire, au point de vue de traduction, là, si on parle je sais pas moi, le cours, on va prendre le niveau 1. Pour moi, ça s'applique à travers toutes les cultures. La façon de faire va changer différemment avec les centres. Puis c'est là que l'importance d'être à l'international est, parce qu'un centre va essayer une formule, ça va fonctionner, puis un autre centre va se reconnaître dans ce centre-là, puis va pouvoir l'amener ailleurs.
Alors, est-ce que nous, notre spécificité fait que ça aide à ce dialogue-là? Peut-être que non. Notre spécificité aide surtout dans le dialogue de l'ouverture, puis de l'ouverture, puis de l'écoute à l'autre. C'est vraiment moi où je sens que nous, on a quelque chose à apporter. Puis je sais que ça fait partie Tu peux des... développer ça parce que ça me semble être un peu Et puis là, au cœur du sujet. Là. je parle un peu, tu sais, des fois, je vois les gens qui commencent à dire je suis pour ça, je suis contre ça. Puis là, je vais arrêter puis je vais leur dire oui, mais moi, je suis curieuse de voir d'où ça vient. Tu sais, je suis curieuse. Puis là, on s'aperçoit quand on s'assoit puis qu'on écoute vraiment, c'est pas une question de pour-contre, c'est d'où il vient puis pourquoi il pense comme ça. Alors, c'est cette spécificité-là, puis ça revient au cercle de parole. Ça revient à l'écoute active, je pense que, par exemple, par notre exemple, ça encourage les autres centres à y participer. Puis on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a d'autres gens qui ont des cercles de parole qui sont différentes, mais où on apprend à l'écoute. C'est quoi écouter de façon active? Puis moi, je pense que pour nous, c'est plus l'exemple. Quand on le fait, ça donne ce que ça fait, Montréal. Donc, ça vaut la peine de continuer. Alors, tu sais, je pense pas qu'on soit si spécial, qu'on a à tout montrer, mais on est comme un bon exemple. Puis nos solutions ne sont pas forcément les solutions des autres. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Mais si on est capable de se parler puis de s'écouter, on va trouver une solution. Puis je pense que ça vient d'un peu de là. Puis moi, je pense que mon côté, tu sais, je veux dire, moi, il y a mon cheminement là-dedans, puis il y a probablement le fait que j'ai vécu à l'extérieur du Canada. Je suis allée dans un collège international sur une bourse, là. C'était pas un collège parce que moi, j'ai une famille qui était très, très, très modeste. Puis ça m'a ouvert à d'autres cultures, d'autres réalités. Et puis il y a la situation de Montréal, mais moi, quand je suis là, je pense que c'est mon côté d'ouverture sur le monde aide probablement dans toute l'organisation aussi, de façon minime, mais c'est comme un petit grain de sable ici, puis un autre grain de sable. Mais il reste que Montréal, son rôle en ce moment, c'est vraiment de servir comme exemple. Puis on a beaucoup de gens qui sont impliqués. Tu sais, je parle d'Isabelle qui est très impliquée, toi qui es très impliquée aussi. Oui, C'est comme une boule, ça fait boule de neige, hein? C'est comme, je suis là, puis là, tout d'un coup, je me dis, ah, Isabelle pourrait nous aider, elle vient, et puis il y a de la pollinisation croisée, que j'appelle, tu sais, qui fait que tout d'un coup, ça devient, c'est comme le fait que je sois sur le Global Community Council, ça le fait que j'ai appris à connaître des gens, et puis à un moment donné, Tara Templin, qui est à SGS, est venue me voir à Montréal, fait que là, j'avais un lien avec elle. Et puis, le fait d'avoir des liens comme ça avec différentes personnes, quand est venue l'idée de l'Assemblée globale, ben là, moi, j'étais bien placée parce que je parle français, anglais, je connaissais les gens des autres Sangha. Je n'ai pas d'affiliation politique, là, dans le sens que moi, je suis nouvelle à Shambhala, donc je ne suis pas marqué. je suis pas étiquetée comme étant pro, contre quelque chose. Fait que quand je me suis proposée pour représenter le GCC pour l'Assemblée globale, les gens ont dit ah, si tu as envie de faire la job, vas-y, vas-y. Puis en même temps, c'était pour moi une grande richesse parce que j'ai pu y participer. Puis de cette façon-là, amener des gens de Montréal avec moi et puis de leur donner plus de travail. Que c'est vraiment un effet de boule de neige. Toi qui me pousse à y aller, moi qui est là, qui se dit je suis pas sûre qu'est-ce que je fais, puis dire oh, il y a des gens vraiment intéressants ici. Puis là, dire voyons donc, nous, on a une expérience, on peut l'apporter. Puis là, tout d'un coup, il y a un dialogue qui s'établit. Et sur le plan de ton cheminement personnel, ça a changé des choses. Ce dont tu viens de parler là spécifiquement, ça t'a ouvert des fenêtres ou des portes. Je parle de ton cheminement personnel. Dans mon cheminement, oui, ça m'a ouvert la porte de rencontrer des gens comme le Dorje Lopon, de rencontrer... il y a quelque chose avec juste sa présence, de rencontrer des gens comme Peter Novak qui est à Vienne, qui est un enseignant qui étudiait avec Julian Trumpa.
d'avoir des enseignements de lui, tout ça, ça m'a poussé à approfondir mes connaissances, à aller lire plus, puis vouloir m'impliquer, je veux dire, pas m'impliquer, mais d'approfondir mon cheminement, puis d'en faire, plutôt que quelque chose de périphérique à ma vie, d'en faire quelque chose qui est beaucoup plus central. C'est une pratique, en fait, en soi. Oui, ben, c'est ce que ouais, je cherchais les mots, mais c'est pour moi, quand je suis sur le Global Community Council, avant, je m'emmerdais au début, puis maintenant, je le vois vraiment comme une pratique. Tout à fait raison. D'ailleurs, tu sais, on essaie vraiment, pendant les réunions, de tenir tu sais, l'écoute active. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand il y a des obstacles, de les regarder d'un point de vue cheminement, d'un point de vue bouddhiste, puis pas que le chaos, des fois, c'est bon. Le chaos est une bonne nouvelle. Le chaos est une bonne nouvelle. De le regarder comme étant une bonne nouvelle. Ah, ça peut l'être aussi. Oui. Alors, pour moi, ça l'a apporté un cheminement qui était, bon, oui, je suis devenue bouddhiste, oui, je méditais, à vraiment quelque chose qui est devenu beaucoup plus central dans ma vie. T'sais, au point que, que je suis en train de me dire, je pense que je vais vouloir approfondir, peut-être devenir enseignante, d'être encore plus active à travers tout ça. C'est aussi une autre pratique. D'ailleurs, je pense que enseigner est la meilleure façon d'apprendre. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça a été dit bien avant moi. Oui. C'est la meilleure façon d'approfondir. Donc ça suppose un engagement. Et c'est quoi l'engagement pour toi? Enfin, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Disons ce mot engagement qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Pour toi, pour ta pratique, pour ton cheminement personnel, tu le vois comment? C'est quand j'organise ma vie, c'est de mettre la priorité sur ma pratique bouddhiste et puis mon cheminement plutôt que sur augmenter mes heures de travail au Pilates ou aller j'allais dire aller à une partie de hockey, là, mais c'est pas très sérieux mon affaire. Ah oui, mais en ce moment, ça sent la coupe. Ça sent la coupe, c'est très sérieux en ce moment. Mais d'être engagé, ça veut dire c'est de mettre les priorités là. Ça veut dire si j'ai à choisir entre tu sais, comme cet été, j'ai décidé d'aller à l'Assemblée des guerriers plutôt que d'aller en vacances 2 semaines de temps en Grande-Bretagne. C'est vraiment dans cette optique-là. Pour moi, m'engager, c'est d'en faire une priorité. Ça veut dire que ça passe avant les demandes les autres demandes de la vie. Bon, pas avant la famille pour moi, mais ça, la famille fait partie de ça. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah ben, il n'y a pas de réponse à ma question, il y a ta réponse à ma question. Pour moi, être engagé, c'est d'y mettre la priorité. C'est quand je me lève le matin, c'est de dire, OK, ce qui est important le matin, c'est pas d'aller, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple nécessairement, mais c'est ma priorité, c'est de commencer, méditer, étudier, finir mon cours d'instructeur de méditation, avoir du plaisir. Tu sais, je veux dire, même quand je me dis avoir du plaisir à lire, ben je lis du dharma. Puis c'est pas une punition, puis c'est pas une obligation. Pour moi, c'est ça un engagement, c'est que j'y prends plaisir. Puis j'ai l'impression de grandir en même temps. Peut-être c'est pas une impression. Je grandis avec le pilates d'un côté et avec la méditation de l'autre. Et ça, c'est mon côté un peu humour à la Morin. Et donc, là, on a un peu regardé ensemble, en gros, d'où tu venais, où tu étais, et comment tu vois la suite, à la fois de ton parcours et de celui de Shambhala. Alors, une chose que j'ai appris à Shambhala, c'est de vivre dans le moment présent. et puis de me...
pas de me laisser porter parce que ça suppose un peu trop d'être passif, mais c'est comme j'ai pris mon vœu de refuge, j'ai pris mon vœu de Bodhisattva parce que je sentais que c'était la suite. Alors pour moi, la suite en ce moment, c'est de continuer à étudier, de continuer mon cheminement, de faire l'Assemblée des guerriers, de rester dans le Mahayana pour l'instant parce que pour moi, c'est super important, puis ça va avec la notion de société éveillée, les enseignements. Je finis mon cours d'instructeur de méditation, puis ce que je pourrais voir dans mon parcours, c'est éventuellement d'être enseignante, instructrice de méditation, puis enseignante, parce que c'est une façon de cheminer personnellement, mais aussi c'est une façon d'amener les enseignements dans la communauté, mais je parle de la communauté at large, pas juste entre nous, mais les gens qui viennent. Parce que je pense que c'est important de disséminer les enseignements de société éveillée, parce que la société en a besoin. Alors moi, je reste là. Dans un an, je ne vais pas me projeter voir où je suis. Je vais juste me dire, je m'en vais sur ce chemin-là, puis je vais voir où je vais aller. Et aussi avec quels outils tu penses nécessaire de développer dans cette optique-là, en fait? Quelles sont, pour toi, quelles sont les, j'ose pas dire les priorités, mais les choses à considérer en premier, un peu moins fort que priorité, dans les outils à développer dans notre centre en particulier et peut-être dans les autres centres Shambhala en général. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été commencées là, à l'Assemblée où on était à Karmet Choling, et puis après on était à Deshen Choling pour l'Assemblée européenne. Donc il y a des outils qui ont été développés par Ivan Trusher, par Isabelle, il y a plein de choses qui ont été proposées par d'autres, encore je ne vais pas citer tout le monde, mais on a vraiment appris plein de choses. Et ça, c'est des outils qui peuvent nous servir pour la suite. Alors, pour toi, quels sont, dans la vision que tu as aujourd'hui, je veux dire, je ne te demande pas de faire de la divination, quoique tu en es sûrement très capable, qu'est-ce qui te semble le plus logique de développer maintenant dans l'état actuel de ce qu'on sait? Pour moi, c'était tout ce qui est trait au leadership. Puis quand je parle de leadership, c'est pas un leadership, là, la personne qui est en charge du centre, comment. C'est tout ce qui est l'aspect leadership, écoute active, communication, comment avoir comment apprendre à avoir des conversations difficiles. Puis ça revient avec tout ce qui est transformation de conflits, transformation, puis d'écoute active. Puis là, j'essaie de tout mettre ça ensemble, mais pour moi, c'est super important. Si tu es capable d'écouter quelqu'un vraiment avec une écoute active, si on faisait tous ça, il y aurait beaucoup moins de conflits. Puis pour garder une sangha saine, c'est important de pouvoir avoir des modèles de leadership puis des modèles de communication qui sont ouvertes puis qui n'ont pas peur de pas être en accord, de donner du feedback, de donner de la rétroaction puis d'être ouvert. Il y a cet aspect-là qui est important. Puis pour moi, il y a l'aspect aussi comment s'ouvrir encore plus sur la société. Puis là, on en a parlé aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'il y ait plus de gens qui viennent. Puis ça, je pense que personne n'a de réponse claire. Puis c'est certain qu'on ne va pas commencer à faire je veux dire, on n'est pas un organisme qui vend. Mais pour moi, c'est une autre priorité. C'est à travers la Sangha, tout ce qui est leadership, communication, c'est super important. Puis là, bon, on parle... Et puis l'autre aspect, c'est comment faire pour aider la souffrance dans notre société. Puis je ne parle pas dans le monde au complet, là, juste autour de nous. En pratique. En pratique, oui, en pratique. Puis en pratique, là, je ne parle pas nécessairement d'aller ouvrir une popote roulante, mais c'est comment amener les gens à méditer, puis à être présents, à leur moment présent. Puis,
comment faire face à leur souffrance. Dans certains écrits, je ne me trompe pas, parle des temps difficiles qui s'en viennent. Il a écrit ça, lui, dans les années 80. Et il parle donc de gens qui préparent comment on peut aider, comment on peut s'investir, comment on peut s'engager dans ces temps difficiles pour aider, pour soutenir. Et il parle, entre autres, de construire des châteaux de cristal, des maisons de cristal. Alors pourquoi de cristal? Enfin, moi, c'est mon interprétation, enfin, elle semble logique, c'est de dire que c'est de créer des structures, mais transparentes. Mm-hmm. Et donc, comment tu vois ça par rapport à ce qu'on est en train de faire en ce moment au niveau de créer, mettre en place, pas créer, mais mettre en place des outils de communication, des outils permettant aux gens d'évoluer et de se construire pour éviter de se détruire? Oui, en ce moment, ça s'en va dans la bonne direction parce qu'il y a beaucoup d'ouverture puis de transparence. Et puis, c'est ce que les gens veulent faire, c'est de maintenir cette transparence-là. Puis, de dire, Shambhala, on a survécu, on a eu des troubles, on ne les cache pas, ils sont là, on en parle. Il va y avoir encore d'autres problèmes, mais c'est de garder cette transparence-là, de dire, on est comme tu sais, je veux dire, ce que, en anglais, on dit what you see is what you get, là, mais c'est un peu ça. Puis quand j'avais pas lu qui parlait, de château de cristal, mais c'est ce que c'est très ouvert. Puis d'ailleurs, Julian Trumpa avait peut-être il y avait peut-être des controverses autour de lui, mais tout était ouvert. Tout était clair, ouvert, sans duplicité. Puis je pense qu'en ce moment, ce que je vois avec, ce que je vois dans la Sangha ici, c'est d'une grande transparence. Puis c'est ce que je vois à l'international de plus en plus aussi. Oui, ça. Ouais. J'ai vu ça au niveau des assemblées, là, celle du Vermont et puis celle de la France, de Shenzhen. Tout était exposé. Ouais. Et servait d'ailleurs les difficultés passées et présentes et puis les difficultés anticipées pour l'avenir servaient justement de point de base, de base de travail. Ouais. Et je pense que c'est une bonne voie. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Non, moi je pense que c'est une excellente voie. Puis c'est ce qu'un des membres sur le groupe de Healing and Learning qui... on se rencontre maintenant, on s'est joint au groupe qui s'appelle Trust and Accountability pour comment rétablir la confiance. Puis ça va avec le leadership, puis ça va avec ce que je disais, avec être transparent, avoir une communication ouverte, puis comment transformer les conflits. Puis quand on s'égare un peu, il nous ramène toujours comment on fait pour l'amener sur le chemin, sur notre voie de pratique. Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire que je ne t'ai pas demandé avant qu'on arrive à la conclusion? Avant qu'on arrive à la conclusion, si vous n'êtes pas membre, s'il vous plaît, devenez membre. C'est un bon appel. La bonne vieille question, quelle est la question que vous auriez aimé que je vous posasse? La question que j'aurais aimé que tu me poses et que tu ne m'as pas posée. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un grand classique, mais c'est pas une mauvaise question d'ailleurs. Non, c'est pas une mauvaise... C'est la question que je me pose. Est-ce que je vis plus dans le moment présent depuis que j'ai joint Shambhala? Puis la réponse est oui. C'est d'apprendre à mettre de l'espace puis à être on the dot. Alors, je n'ai pas fini de l'apprendre, mais il y a c'est une prise de conscience. Oui, exactement. Le travail reste à faire. Oui.
Ben, merci beaucoup. Merci. Et comme d'habitude, merci à Léon, qui est le chef de la technique, le maître, pardon, de la technique. Le chef et le maître. Le chef et le maître. Et voilà, ben, merci à vous tous qui nous suivez. Et puis donc dans un mois, avec une ou un invité surprise, vu que je n'ai aucune idée de qui ça va être. Merci et bonne soirée.